but, enculé! Et on donne ça! Une mine! Ici, sale enculé! Salaud! Vous vous souvenez de quelque chose, un petit détail? Ah, on est bien, hein, on est bien. Bonjour à toutes et à tous. Voilà plus de 70 épisodes que Amazing Geek vous présente des comics, rien que pour cette troisième saison. 70, tu dis? Oui, environ 70 vidéos pour cette troisième saison. Ah bah on n'a pas chômé, hein. Tu m'étonnes. Et voilà plus de 70 épisodes, disais-je, qu'Amazing Geek chante les comics, chante la vie. L'occasion pour moi, en cette fin de troisième saison, de vous présenter une compile, hein, on dit une compile, ça fait jeune. Et oui, car je vous rappelle que si vous regardez cette chaîne et que vous avez Facebook, et ben c'est que vous êtes vieux, hein. D'après les critères des jeunes, mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est vérifiable. Bref, en avant la musique avec ma lecture de la semaine. Ah, on est bien. Encore une fois, j'ai été faible et lâche en investissant dans l'album Panini regroupant l'intégrale des X-Men pour l'année 1980. Promis, après j'arrête. Mais c'est vrai que je m'enjaille autant que la merlotte rieuse merlotant dans la brise froufroutante du printemps. Bon, inutile de vous dire que Claremont et Byrne font de nouvelles merveilles et touchent les nus de la félicité avec un John Byrne qui atteint ici l'apogée de sa carrière. Il est clair que son art laissera plus de traces dans l'histoire de la BD américaine que les morpions dans l'histoire de Marvel. L'album Panini regroupe donc les épisodes d'Uncanny X-Men 129 à 140, ainsi que le 4e annuel, mis en image par John Romita Jr., ce récit ayant été la première aventure des X-Men dans le premier album de Lug, qui leur a été consacré en 1983. Cette couverture est décidément trop belle. Et c'est nul de me couper pour ça, gamin. Si on n'a plus le droit de s'exprimer maintenant, hein. Les épisodes contenus en un seul mot dans cet album Panini, d'un fort beau gabarit, ont été diffusés par Lug dans le Special Strange 28 à 35 entre 1982 et 1983. C'est dans l'Uncanny X-Men 129 que la saga du Phénix Noir débute. Il va s'étendre à travers un arc narratif de 9 parties qui va changer les X-Men à jamais. C'est avec cette histoire que les X-Men vont gagner de plus en plus de lecteurs, et personnellement, c'est avec cette même histoire que j'ai découvert les X-Men au point d'en devenir un mordu absolu. Joli. On y voit comment Jean Grey est corrompue par les pouvoirs acquis du Phénix et comment elle devient une terrible menace pour tout l'univers. Le passage au Club des Damnés n'a pas aidé à contenir l'infâme créature, si on y réfléchit bien. Au fur et à mesure des épisodes, on voit bien que le pouvoir du Phénix noir gonfle et qu'il a du mal à être contenu dans le corps de Jean Grey. On sent que ça va péter au bout d'un moment, à force d'être autant retenu. Ouais, ça me fait pareil quand je bouffe de la choucroute. Dans l'Uncanny X-Men 130, publié en France dans le Special Strange 29, Dazzler apparaît, chevelu chevaline et mamelon dodu dans la moiteur attendrie de sa combinaison moulante. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Et qu'est-ce que tu regardes comme ça, petit bonhomme? Je n'ai pas l'honneur de t'intéresser quand je te parle? Tu te prends pour Dieu le Père? Espérant profiter de la vague disco, la maison de disques Casablanca contacte Marvel et la société de production Filmworks pour créer un nouveau personnage qui apparaîtra à la fois sur un disque dans un comic book et au cinoche. C'est mieux, non? Les trois sociétés se sont accordées sur le nom de Dazzler et chargèrent John Romita Jr. de la définir graphiquement. Il y a pas mal de choses qu'on dit qui sont pas vraies. Au départ, il aurait dû s'inspirer de Grace Jones, mais c'est Bo Derek qui va servir de modèle lorsqu'elle accepte d'être la vedette du film. Si le movie n'a jamais vu le jour, le personnage de BD a fini par séduire les lecteurs dès l'Uncanny X-Men 130. Dans l'épisode 131, les X-Men affrontent la Reine Blanche, et nous avons pu voir cet épisode coloré dans le Special Strange numéro 29. Purée, ce que j'adore ce Special Strange. Et alors toi tu peux t'exprimer mais pas moi. Bah oui, c'est mon émission. Ah ouais d'accord. Avertissement. Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Ah oui, mon épisode préféré des X-Men où ils se prennent une branlée magistrale sans avoir brillé face au Club des Damnés. Je vous montre cet original hein, parce que je l'ai acquis en VO, parce qu'en fait, je le kiffe trop. Et s'il te plaît, tu peux arrêter avec tes bruits là? Ouais, excuse, je pensais que ça ferait bien. Ouais, bah ça fait pas bien. Je ne vous dis pas le prix, mais quand ma femme s'en est rendue compte, elle s'est exprimée de la sorte. Ce numéro présente le Club des Damnés, un réseau très fermé, comme l'esprit de certaines personnes que je rencontre chaque jour sur mon lieu de travail. Bref, c'est un réseau qui veut dominer le monde.
Sébastien Shaw y apparaît, futur ennemi récurrent des X-Men et roi noir du club des damnés. Il a de la gueule sous les coups de crayon de John Byrne et c'est dommage que dans le film de merde X-Men le commencement, les producteurs aient choisi Kevin Bacon pour l'interpréter avec cette profondeur bovine du regard qu'il nous jette sur chaque scène où il apparaît. Mais je suis pas d'accord. Oui bah ta gueule. Oh! Je ne reviens pas sur l'effet que ça a eu sur moi, mais quand j'ai lu cette aventure dans le Special Strange numéro 30, j'ai vraiment trop kiffé, mais là je crois que je n'ai pas été le seul à kiffer grave. Plein de gens vont dire des choses différentes. Je crois d'ailleurs deviner la pétillante exubérance de vos yeux quand j'évoque cet épisode, pas vrai? L'Uncanny X-Men 133 a sa couverture mythique avec Serval déchaîné en train de mettre une rouste au sbire du club des damnés. C'est l'autre épisode mythique publié dans le Special Strange numéro 30 que j'ai kiffé, avec un final vraiment captivant. Le reste de l'album propose le dénouement de l'histoire avec un phénix noir qui se réveille et se met à lutter contre les X-Men dans un dilemme terrible pour les mutants qui aiment Jean Grey, mais qui savent qu'il faut la tuer car elle est trop dangereuse. En fait, ils le savent, hein, mais ils osent pas se l'avouer. Je ne sais pas moi. On m'a offert l'Uncanny X-Men 136 et je suis très heureux de vous l'exhiber aujourd'hui de façon aussi indécente, car cette couverture est mythique au point d'en faire la couverture de l'album Panini. Enfin, évoquons le final spectaculaire de l'Uncanny X-Men 137 où Jean Grey est tué. N'avons-nous point tous, à cette lecture, le cœur serré et les entrailles remuées jusqu'à l'anus? Rappelons que dans une première version, elle aurait juste dû être lobotomisée. Oh, c'est pas facile à dire, hein. Lobotomisé! Ce qui, moralement, n'était pas très classe après le génocide interstellaire qu'elle avait commis. Pour ceux qui ne le savent pas encore, vous pouvez aller voir cette première fin dans le X-Men Saga numéro 17, où on y retrouve aussi la conversation à bâton rompu entre John Byrne, Jim Shooter et Chris Claremont sur le devenir de Phoenix, et c'est très intéressant. Pour nous autres Lugiens, c'est le mythique Special Strange numéro 33 qui a été un sacré choc, et pas que pour nous. La mort de Phoenix a scandalisé les lecteurs qui n'acceptaient pas que l'un de leurs personnages favoris des années 60 puisse mourir. Le résultat est une envolée des ventes pour l'Uncanny X-Men, et le titre se retrouve vite en compétition avec The Amazing Spider-Man et Star Wars pour la première place des ventes de Marvel. Eh ben voilà. L'épisode 138 nous afflige un second coup de massue avec le départ de Cyclope, épisode vu dans le Special Strange numéro 34 de décembre 1983, magazine qui à l'occasion a changé de format, et moi j'ai pas aimé parce que ça faisait une rupture de taille dans ma collection. Il a toujours été psychorigide dans ce genre de considération. Bon, toi ta remarque à la con, tu peux te la carrer dans le cul et tu chieras pointu, hein. Oh, mais grossier personnage! Je sais pas si il a genre... Non mais enchaînez, bande de nazes! Tel un thon à l'huile au milieu d'une salade niçoise, la fin de l'album Panini montre l'annual numéro 4, dont les dessins font un peu tâche au milieu du travail de John Byrne. Quand vous y allez... Bref, je ne m'attarde pas dessus pour aller directement sur les épisodes 139 et 140, dans lesquels Serval et Diablo affrontent le Wendigo aux côtés de la division Alpha. Épisode vu dans le Special Strange 34 et le Special Strange 35. Vous ne serez pas étonné si je vous dis que Lug a taillé dans l'épisode pour éviter d'avoir des ennuis. Ben en fait... Mais franchement, le travail de John Byrne s'est fait désanusser du cul, et sans vaseline, je peux vous le dire les enfants. Aussi scandaleux que la dernière saison de Game of Oh Thrones. non, mais commence pas! Alors Lug ne s'encombre pas d'explications en enlevant 4 cases essentielles de la version originale où on nous explique clairement les origines de Wendigo. Au passage, la première rencontre de Serval avec Hulk et Wendigo ont été diffusées dans le Strange Special Origin 226 pour ceux qui voudraient lire la première apparition de notre griffu préféré. De même, pour en revenir à la censure de la version originale dans le Special Strange 34, Lug nous a privé d'une magnifique image du Wendigo lorsqu'il se rue sur Diablo. Que chi dans le Special Strange numéro 34. Surprise, motherfucker! Mais le massacre est encore plus important dans le Special Strange 35. D'abord, une fantastique image où John Byrne est au sommet de son art nous a été enlevée dans la version Lug. De même, 2 images trop violentes où Diablo se fait broyer la cage thoracique par les mains griffues du Wendigo ont été sabrées, mais là on peut le comprendre car c'était assez violent. Et la fête du slip continue lors du combat bien viril entre Serval et Wendigo. 5 cases sont enlevées dont la violence est extraordinaire, mais ça ne pouvait pas passer dans l'édition française. Les Cato et les Coco auraient fait une syncope. En particulier cette image où la daronne hurle en se faisant déchirer le futard. Pourtant ça enlève beaucoup de l'œuvre de John Byrne. Résultat, dans le Special Strange 35, Serval met Wendigo KO en un seul coup, ce qui paraît incroyable quand on voit comment la division Alpha a pris cher quelques pages auparavant. Franchement, ça relève quand même de l'ineptie pathologique. Tu devrais pas me parler comme ça. Après, je vous passe les coups effacés, ainsi que les onomatopées à l'exemple de ces images, ou même de celle-ci.
On n'a même pas le droit à un petit Zark du rayon de Vindicator, ou le Roar de Harfang transformé en glouton blanc. Pas de bave non plus sur les versions de Lug, ou de dents acérées comme sur cette dernière image. Voilà pourquoi posséder cet album Panini peut vous enjailler en découvrant les nombreuses scènes inédites de la meilleure époque de Byrne chez les X-Men. Un vrai plaisir à relire et surtout à avoir dans votre bibliothèque de geeks passionnés. À lire et relire sans modération, car contrairement à de la moule pas fraîche, les X-Men, eh ben ça fait pas mal au ventre. D'ailleurs, interrogez ce psychologue et vous verrez que c'est vrai. Je suis pas psychologue, connard, je suis dentiste. Voilà, cette émission est maintenant terminée, on se retrouve dans une semaine, et je dis bien dans une semaine, pour le dernier épisode de la saison 3. Et d'ici là... Oh putain les mecs, vous abusez là. Qu'est-ce qui a éteint la lumière là? Oh. Allez putain, rallumez cette putain de lumière là, oh. Franchement c'est nul hein. Moi je pensais travailler avec des professionnels, et ben laissez-moi vous dire que votre attitude elle est vraiment pas professionnelle. Mais alors pas du tout. Allez, c'est quand vous voulez que vous rallumez les gars. Et putain, il se passe quoi là? Et je suis où, bordel? Il se passe quoi là? Pas de zombie, l'heure du questionnement est arrivée. Bah t'es qui toi? Peu importe qui je suis, je viens te mettre face à ta responsabilité. Mais quelle responsabilité? Tu avais dit que tu arrêtais ta chaîne au printemps 2019. Nous sommes en été. Oui, c'est vrai, j'avoue, je m'amuse bien. Tu t'amuses bien, mais pour quel résultat, Bob Zombie? Tu passes des heures à faire des vidéos pour un résultat assez faible en termes d'audience. Tu n'as pas beaucoup de pouces bleus, personne ne partage tes vidéos. Bah, je fais pas ça pour la gloire ou le fric, mec, hein. Justement, gros, est-il vraiment raisonnable de continuer? Tes vidéos font à peine 200 vues en 2 semaines. Mais je m'en fous, ça. Regarde ton nombre d'abonnés. Et bah, c'est vachement bien pour un petit youtubeur. Il est là ton problème. Tu te contentes de peu, tu n'as pas d'ambition. Tu es un loser. Tant de travail tourné à monter à peine 200 vues par vidéo, quand c'est pas moins, et 600 abonnés, et tu trouves ça satisfaisant? Mais je suis très content d'avoir 600 abonnés, de partager du fun et des souvenirs chaque semaine avec eux. Lâche-moi, mec. Et si tu leur demandais leur avis à tes chers abonnés? Leur demander quoi? Ont-ils envie de voir une 4ème saison? Ou est-il temps que End is coming? Quoi? Ouvre les yeux, gros, réfléchis à tout cela. Songe au temps que tu passes à travailler sur tes vidéos, est-ce que ça te rapporte en retour? Et tu verras que t'es un con, et le temps des tergiversations est terminé. Arrête ta chaîne, tu n'as plus l'âge pour ces conneries ni le public. YouTube n'est pas fait pour toi. Et vous? Vous en pensez quoi?